Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous santé. Vous le savez, octobre est le mois dédié au cancer du sein. Octobre rose et la campagne Cancer du sein, parlons-en. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec le docteur Anne-Vincent Salomon. Puis un à vous de voir qui porte bien son nom aujourd'hui, car nous parlerons des troubles de la vue. Certains veulent se faire opérer, d'autres non. Que faut-il en penser? Les réponses avec nos deux invités, un chirurgien ophtalmologiste qui opère et une ophtalmologue qui, elle, est spécialisée dans les lentilles de contact. Mais tout de suite, le cancer du sein. Docteur Anne-Vincent Salomon, bienvenue. Merci d'être là. Vous êtes pathologiste à l'Institut Curie et vous êtes la présidente du comité scientifique de l'association Le cancer du sein, parlons-en. Alors, quand on parle du cancer du sein, je crois qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est sa fréquence. Une femme sur 8. Ce qui veut dire que quand vous êtes avec des amis à une fête, quand vous rentrez dans un magasin, enfin quand vous allez n'importe où, il y en a une de ces femmes sur 8 sera touchée par le cancer du sein. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est les progrès qui ont été réalisés ces dernières années. On peut dire que maintenant, un cancer pris un temps, on en guérit 9 fois sur 10. Donc ça, c'est quand même un message d'espoir pour toutes ces femmes, même s'il reste, bien entendu, certaines formes assez graves. Alors tout d'abord, je voudrais qu'on rappelle un petit peu la fréquence, donc je viens de le dire. À quel âge ça survient le plus ? Alors généralement, on dit que ça survient autour de 50-55 ans. Donc c'est vraiment toute l'importance de cette campagne de dépistage qui va de 50 à 74 ans. Tous les 2 ans, donc pour les femmes, un dépistage gratuit de 50 ans à 74 ans. Voilà, absolument. Et qui permet, on l'espère du moins, de dépister des formes les plus petites possibles. Et parmi ces formes les plus petites possibles, il va y avoir après une quantité de maladies différentes et donc il va falloir préciser la nature exacte. Alors vous faites bien de le préciser, d'ailleurs vous nous avez confié des images où on voit à quel point il n'y a pas un cancer du sein, mais de multiples cancers du sein, et on n'a pas besoin d'être pathologiste pour voir la différence. Rien qu'en regardant ces images, on comprend tout de suite que ce sont plusieurs cancers du sein différents. Regardez les formes, on en voit déjà 2, mais il y en a plusieurs autres qui vont arriver. Donc rien que comme ça, à l'œil, on voit qu'ils sont différents avec des formes différentes. Ce qui veut dire qu'il y aura des traitements différents et adaptés à chaque type de tumeur. Donc n'imaginez pas qu'en allant voir quelqu'un, vous ne compreniez pas pourquoi elle aura une hormonothérapie, l'autre aura une chimio, l'autre on lui aura enlevé la tumeur, l'autre elle aura eu un autre traitement. Ça dépend vraiment du type de cancer que vous avez, c'est ça ? Absolument, et c'est le rôle des pathologistes donc d'aller préciser quel est le type de tumeur dont la patiente est atteinte. Ensuite, il y a différents niveaux d'analyse et qui vont de l'analyse sous le microscope jusqu'aux analyses moléculaires pour espérer ajuster au mieux le traitement nécessaire. On reviendra sur les traitements et justement sur les nouvelles pistes, notamment en immunothérapie. Mais revenons un petit peu au début. Donc je le disais, le pic d'âge, vous le disiez, le plus fréquent à 50 ans, même s'il existe des formes jeunes qui sont beaucoup plus rares. Qui restent exceptionnelles et qui surviennent pour 5% des cancers du sein dans leur ensemble. Ça survient dans un contexte dit de transmission héréditaire. Alors ça, je veux bien qu'on le précise parce qu'on a beaucoup communiqué là-dessus et on a eu l'impression que c'était assez fréquent. Les cancers héréditaires représentent seulement, enfin c'est déjà beaucoup trop, mais représentent 5% des cancers du sein. Donc c'est rare, mais il faut évidemment faire attention. Et quand on est atteint, on a eu l'exemple aussi avec une actrice très connue qui en avait beaucoup fait parler. Mais donc il faut faire attention. Mais là c'était autre chose, c'était une prédisposition génétique. Enfin bon, il y a... Mais donc 5% des cancers sont héréditaires. Ensuite, est-ce qu'on connaît bien maintenant les facteurs de risque ? Alors, les facteurs de risque des cancers du sein sont multiples, mal identifiés très précisément finalement. Et on sait que... Déjà, il y a le sexe. Alors, la femme, il y a rarement, exceptionnellement, certains hommes peuvent être atteints dans un contexte héréditaire, justement. Mais ensuite, les causes du cancer du sein, on aimerait vraiment pouvoir les identifier comme on a pu identifier le soleil pour le mélanome. Là, pour le cancer du sein, c'est multifactoriel, on en a la conviction. C'est en partie environnemental. Mais une fois qu'on a dit ça, ça reste flou et vague. Néanmoins, on sait qu'une
imprégnation œstrogénique longue, c'est-à-dire des règles précoces et une ménopause tardive. Mais ça, on n'y peut rien. On n'y peut rien. C'est un facteur favorisant, mais ça n'est en rien une cause. Quand vous dites c'est environnemental, justement, est-ce qu'on sait expliquer aujourd'hui, je parlais de la fréquence, je disais 1 femme sur 8 en France, et pourquoi au Japon, c'est seulement, c'est déjà trop encore, mais 1 femme sur 20 ? Est-ce on a compris pourquoi une telle différence de fréquence entre les femmes japonaises et les femmes françaises ? Alors, à l'heure actuelle, il n'y a pas une explication rigoureuse et précise. On sait que les femmes japonaises, si elles émigrent et qu'elles vont vivre aux États-Unis, elles vont retrouver à la génération d'après le risque des femmes américaines. Donc c'est quoi ? C'est l'alimentation, c'est la pollution, enfin, probablement. Alors probablement cette imprégnation œstrogénique qui, après la ménopause, peut être due soit à l'utilisation de traitements hormonaux substitutifs ou à un surpoids, puisque le surpoids fait fabriquer par la masse des cellules grasses des œstrogènes. Attendez, parce que là, on a fait une émission récemment sur le traitement hormonal substitutif, donc le traitement à la ménopause, en France, avec les hormones utilisées en France, et pas du tout qui ne sont pas les mêmes que celles aux États-Unis. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a un lien, alors qu'on a eu l'air de finalement dire qu'il n'y avait pas de... Il y avait un surrisque, certes, mais qui était très minime. Vous nous dites le contraire, là ? Non, je ne vous dis pas le contraire. Je vous dis pas le contraire. Effectivement, les études mettant en cause ce traitement hormonal substitutif ont surtout été des études américaines. D'accord. Néanmoins, avant de mettre en route un traitement hormonal substitutif, il convient d'avoir un examen gynécologique sérieux, une mammographie, bref, de faire le nécessaire pour être certain que l'on ne donne pas un traitement hormonal substitutif à quelqu'un qui aurait déjà quelque chose d'anormal sur la mammographie. D'accord, on a aussi beaucoup parlé des hormones, de la pilule. Est-ce que là, elle peut favoriser... La pilule, pas du tout. D'accord, donc dans les facteurs de risque, je crois qu'on a fait le tour. Voilà. En fait, c'est multifactoriel, mais on n'en a pas identifié très précisément, c'est Exactement. Ça ? D'accord. Intérêt et importance absolue du dépistage. C'est cette campagne donc, qui existe, c'est la 23e édition, je crois, donc, qui a été lancée par Estée Lauder en association avec le groupe Marie-Claire. Cette campagne est là pour sensibiliser les femmes à se faire dépister. Alors, expliquez-nous l'intérêt de se faire dépister tôt. Et vraiment, ça c'est très important. On pourrait quasiment tout guérir si on se dépistait comme il le fallait. Pas tout, mais pratiquement. L'importance du dépistage, c'est espérer dépister les tumeurs qui sont déjà des cancers qui ont cassé l'écorce de l'arbre des canaux du sein. Alors, racontez-nous donc, pour vous, à l'intérieur du sein, c'est comme un arbre. Absolument, c'est un arbre réellement qui... Les canaux galactophores. Qui sont des branches et qui se ramifient tout au bout de cet arbre par des feuilles qui sont la glande mammaire elle-même. Donc, les cellules qui se transforment, elles sont tout au bout de l'arbre. Donc, on espère arriver à des stades où la tumeur est la plus petite possible, parce que qui dit petite taille dit traitement le plus léger possible. Ça peut se résumer dans un futur assez proche pour les cancers qui sont dans l'écorce de ce tronc d'arbre, donc les cancers in situ. Il y aura juste de la chirurgie et rien d'autre, surveillance ensuite. Il y a des essais cliniques qui vont démarrer en ce sens. Et même certains essais cliniques qui vont proposer juste une surveillance, donc même plus d'étapes par la chirurgie pour les cancers in situ. Donc on est vraiment en train de faire des désescalades de traitement pour ajuster au mieux à la forme clinique présentée par les patientes. Alors ça, c'est important ce que vous venez de dire, une désescalade des traitements, puisque il a été à un moment question du surdiagnostic qui entraînait des surtraitements. Donc justement, l'idée maintenant, c'est on se calme, on fait le bon diagnostic et on ne va surtout pas surtraiter des petits cancers. C'est pas la peine d'y aller avec une grosse armada, si on peut y aller avec juste une surveillance, voire une petite chirurgie. Donc c'est vraiment désescalade du traitement. Justement, vous avez parlé donc du dépistage, on l'a vu tout à l'heure, mammographie tous les 2 ans de 50 à 74 ans, mais on peut aussi, à n'importe quel âge,
pratiquer l'autopalpation, et ça, je crois que c'est important pour toutes les femmes, avec vos petits doigts, vos petites mains, sous la douche. On le fait généralement après les règles, au moment où les seins sont le moins gonflés, et on va aller palper avec un petit peu de savon sous la douche, parce que les doigts, au bout des doigts, il y a une sensibilité incroyable. C'est d'ailleurs pour ça que les aveugles lisent le braille avec la pulpe des doigts. Et donc, on va aller palper chaque cadran, sans oublier le dessous des bras à la recherche d'un ganglion, et sans oublier la peau, et on termine par le mamelon, où l'on passe un petit peu pour voir s'il n'y a pas d'écoulement, et s'il y a un écoulement, en dehors bien entendu de la lactation, s'il y a un écoulement, là il ne faut pas hésiter à aller voir son médecin et à en discuter avec lui. Une autre chose que je voulais préciser, c'est pas parce que vous palpez une petite boule qu'il y a derrière un cancer. Donc pas de panique, dans 80% des cas, lorsqu'on palpe une petite boule, c'est quelque chose de tout à fait bénin. Un dernier mot pour terminer sur les espoirs, les nouveautés dans les traitements, notamment sur l'immunothérapie. Alors, dans certaines formes graves de cancer du sein, comme les cancers triple négatifs, eh bien, il va y avoir des possibilités formidables offertes par ces traitements dits immunothérapie, qui vont en fait booster le système immunitaire de la personne malade pour contribuer à détruire les cellules tumorales. Donc c'est vraiment une thérapie intelligente qui nous offre beaucoup d'espoir. Donc l'idée, c'est de stimuler votre propre immunité pour qu'elle aille elle-même se débarrasser des tumeurs étrangères et tueuses. Exactement. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Alors je vous le rappelle, donc Octobre Rose, parlons-en. Le cancer du sein, parlons-en. Parlez-en autour de vous. Je crois qu'il ne faut plus dire cacher ce sein, mais montrer ce sein, voire les deux d'ailleurs. Et puis surtout, parlez-en aux femmes que vous aimez et aux autres aussi. N'hésitez pas. Merci encore. Mais maintenant, on se retrouve tout de suite pour notre À vous de voir. Vous y voyez mal de près, ou alors vous y voyez mal de loin, vous en avez marre de vos lunettes. Alors certains de vos amis vous disent « mais fais-toi opérer, c'est bien, il n'y a aucun problème ». D'autres vous disent « mais surtout pas, n'y va pas, c'est dangereux, il y a des risques et tout ». Alors que faut-il en penser? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec nos invités. Docteur Christine Brodati, bienvenue. Vous êtes ophtalmologue et vous êtes spécialiste, vous, dans les lentilles. Docteur Yves Bocobza, bienvenue. Oui. Alors vous êtes chirurgien ophtalmologiste, donc évidemment, avec vous, on parlera des interventions. Vous avez commis plusieurs ouvrages, d'ailleurs on voit que dans le titre de vos ouvrages, vous n'êtes pas très favorable aux lunettes. Bien voir sans lunettes, la génération laser, aux éditions Ozu, et Presbytie, la révolution chirurgicale, bien lire sans lunettes. Donc on le voit, vous êtes, vous, pour les interventions. Absolument. On commence par vous, docteur Brodati. Donc, est-ce qu'avec des lentilles, de simples lentilles, on peut corriger tous les troubles de la vision? Alors, je mettrai un bémol sur de simples lentilles. Pardon. Avec les lentilles, on peut corriger tous les troubles visuels, mais pas obligatoirement avec de simples lentilles. C'est-à-dire, ce sont des lentilles... Vous savez, on entend beaucoup parler des lentilles jetables, les journalières, les 15 jours, les mensuelles. Bon, ça équipe 90% des gens qui veulent porter des lentilles. Il n'y en a pas beaucoup, c'est 7% du marché. Alors pourquoi ce frein en France? Il y a d'autres pays où c'est vraiment C'est un peu partout la même chose. C'est-à-dire qu'on a fait une étude, il y a 56% des Européens qui portent une correction optique, 65% des Français, mais ça je pense que ça doit être lié à une meilleure prise en charge par les mutuelles, parce que quand on prend européen, il y a un petit peu tous les pays, mais il n'y a que 7% de porteurs de lentilles au niveau européen. Mais pourquoi elles ont eu une mauvaise réputation? À un moment on disait qu'il pouvait y avoir des infections. Alors il y a eu des problèmes avec les lentilles d'autrefois, qui étaient vraiment des lentilles, c'était un morceau de sel au frais, qui ne laissait pas respirer l'œil, c'est pour ça qu'on disait il ne faut pas... Oui, alors ça aussi, il faut avoir cette notion, c'est très important, l'œil doit respirer, il y a des échanges en permanence. L'œil doit respirer parce qu'en cas d'asphyxie de la surface de l'œil, ce qu'on appelle la cornée, il y a des risques infectieux. Donc il y a eu des problèmes avec les lentilles d'ancienne génération, mais il y a 20 ans. Depuis 1999, on a des lentilles souples à renouvellement fréquent qui laissent respirer l'œil. Donc avec un bon entretien, il ne doit pas y avoir d'infection. Mais par contre, je termine juste avec ça, les cas compliqués optiques doivent le plus souvent être corrigés par des lentilles rigides. Qui sont, elles, moins bien supportées? Sont très bien supportées. Preuve en est que les enfants dorment avec pendant une semaine pour éviter les problèmes de manipulation. Bien supportées, quand bien adaptées. Et il faut une quinzaine de jours pour être confortable avec ces lentilles rigides. Donc en théorie, on peut tout faire, mais il faut savoir choisir
Vous avez parlé des lentilles souples, mais la tendance actuelle, maintenant, justement, pour éviter les infections et les manipulations, c'est d'en prendre une et de l'acheter le soir? Oui, mais contrairement à ce qu'on pense, il y a toujours autant d'infections avec les journalières. Ah bon? Parce qu'elles sont journalières, mais les gens font des bêtises avec leurs journalières. Ça, c'est un manque d'hygiène. Parce qu'aux urgences de l'Hôtel Dieu, on a fait une étude et au 15-20, la majorité des abcès sont sous des lentilles journalières. Ah oui. Parce qu'ils les gardent plusieurs jours, ils dorment avec, ils vont à la piscine avec. Voilà. Donc c'est comme... Après, il y a les lunettes, ne l'oublions pas aussi. Qui oui, sont, mais enfin, elles... comme vous voyez, ni l'un ni l'autre n'avons des lunettes. Hein. Oui, c'est ça, moi non plus. Et vous non plus. Mais en même temps, moi j'écris gros. Ah oui, mais nous, on peut lire, même si c'est écrit petit. Hein. Et il y a une autre sorte de lentille, et j'arrêterai, je laisserai la parole à mon ami Yves Kobza. Il existe depuis quelques années des lentilles rigides qui sont designées d'après la forme de la cornée pour faire un remodelage cornéen. Ça s'appelle l'orthokératologie, qui a un nom un peu bizarre. Ah oui, qui en même temps vous traite. On remodèle la cornée la nuit. Et on enlève, au bout de 6 heures de port, on enlève ces lentilles tous les matins. On voit clair, j'en suis le prototype, puisque je suis avec ce modèle-là. On voit clair toute la journée sans aucune correction. On les reporte la nuit et comme ça... C'est éphémère. C'est un petit peu comme les prothèses dentaires, les gouttières des dents pour rééquilibrer les dents. Là, on rééquilibre. Voilà. Parce qu'en fait, il faut rappeler, il y a certaines formes de certains troubles de la vue qui sont justement liés à un œil ou trop long, ou trop court, etc. Donc là, c'est pour les yeux. On peut remodeler. Par contre, il faut une discipline, il faut les mettre au moins un jour sur 2. D'accord. Parce qu'on ne peut pas se permettre de les mettre. Donc là, vous voyez sans aucune correction. Sans aucune correction, ni parce que vous en avez porté la nuit. Parce que j'en porte toutes les nuits. Et vous, docteur Bokobza, tous ces troubles-là, vous les moi, je fais exactement la même chose, mais avec mes lasers principalement. Ouais. Donc aujourd'hui, tous les défauts visuels, myopie, hypermétropie, astigmatisme, et depuis une dizaine d'années, la presbytie s'opère grâce au laser et à d'autres techniques, les implants intraoculaires quand il y a une cataracte associée. Alors, je recommence. Allez-y. Trouble de la vue, j'hésite. Qu'est-ce qui va faire qu'il faut préférer la chirurgie ou... Je vous donne le parcours typique. C'est un patient qui a porté souvent des lentilles pendant des années avec succès. Il est myope, il est jeune, il fait du sport, il est heureux. Et puis un jour apparaît une intolérance aux lentilles de contact. Et... pas question pour lui de revenir aux lunettes, il se sentirait privé de liberté. Donc, il vient nous voir pour se faire opérer, s'il peut être bien sûr opéré. Un autre cas de figure, ce sont beaucoup de professions où le niveau de vision minima exigé est incompatible avec l'exercice. Pompiers, militaires, policiers. Donc, tout ce contingent vient d'emblée nous voir pour bénéficier d'une chirurgie. Vous avez aussi des patients, il y a des critères d'ordre psychologique. Une femme qui a super bien vu, un homme également, toute sa vie, à 46-47 ans, tombe le coup près de la presbytie. Et presbytie, c'est quand on n'y voit plus de près. Et donc, c'est une entrave à la liberté qu'ils connaissaient depuis. Donc, ils ont l'option lentille, qui marche très bien. Mais maintenant, depuis plusieurs années, il y a l'option chirurgicale qui marche également très bien. Alors, quand vous opérez justement quelqu'un, imaginons quelqu'un qui est un petit peu plus âgé, donc, et qui à la fois ne voit pas très bien de loin et ne voit pas très bien de près. Eh ben, je sais faire, c'est-à-dire que... Moi aussi. Elle aussi. Elle fait si on accepte de se mettre le doigt dans l'œil, c'est le problème des hommes. On a beaucoup moins les hommes n'aiment pas se mettre le doigt dans l'œil. Qui arrivent pour porter des lentilles pour la presbytie. Je pense qu'ils vont plus facilement voir le chirurgien. Et donc, si vous voulez, le principe, c'est un nom barbare qui s'appelle la monovision, mais je vous fais simple. En fait, on opère un œil de loin, un œil de près. Un œil de loin, un œil de près. Le cerveau est une super mécanique qui va faire l'équilibre entre les deux yeux. Et le patient, il faut que le patient accepte un compromis. Il ne verra pas très bien de loin des deux yeux. Il ne verra pas très bien, mais globalement, il vit dans 90% des situations de la vie, de loin, de près, sans lunettes. Alors, je vous voyais non, parce que quand nous, on leur fait ça en lentilles, ils ne sont pas contents. Parce qu'il y a quelque part le dieu chirurgie. Quand on leur fait une bascule, alors ils sont là, oui, mais je suis pas bien, c'est-à-dire donc un œil qui fera la vision de loin et l'autre la vision de près. En plus, besoin de mettre le doigt dans l'œil tous les matins. Je vous donne l'explication. C'est parce que souvent, il y a un astigmatisme associé pas important. Alors, un astigmatisme, c'est une déformation de la cornée qui fait qu'on va mélanger le D et le O, par exemple. La lentille ne prend pas souvent en compte aussi finement que le laser l'ensemble des défauts visuels. Mais, pas les lentilles rigides, mais vous pouvez aussi être complémentaire, parce qu'imaginons
que vous opérez donc quelqu'un d'une vision de loin et d'une vision de près. Il arrive parfois que le cerveau n'aime pas trop ça et qu'il le supporte mal. Est-ce qu'on pourrait corriger avec des lentilles? Non, il revient me voir. Non, il ne veut pas que je les envoie. Mais non, parce que moi, avec ma technique qui s'appelle le LASIK 100% laser, qui est la technique qui a révolutionné la chirurgie de la vue, je fais des retouches. D'accord. Donc, je propose au patient de lui refaire un peu de laser pour rectifier. Ce que j'ai fait est ajustable, réversible, donc je peux faire du sur-mesure. Donc je voudrais qu'on arrive à résumer. Je sais que vous pensez tout faire, et vous aussi. Moi aussi, est-ce qu'on pourrait quand même... C'est pas la même clientèle. Est-ce qu'on pourrait quand même, pour nos téléspectateurs, dire quelles sont les indications et les contre-indications d'une méthode et d'une autre, s'il y en a, ou la complémentarité? Comment ils doivent choisir? Ça dépend de quoi? De ce qu'ils veulent, tout simplement? Il y a des patients, quand ils ont de la cataracte et que vous leur proposez de les opérer de la cataracte, ils sont terrorisés. Donc, de là à aller se faire opérer pour ne plus mettre de lunettes, il y a des gens qui ont peur d'aller se faire opérer. L'obstacle, le frein, effectivement, l'appréhension d'une opération touchée à un œil chirurgicalement fait peur à beaucoup de patients. Est-ce qu'il y a des accidents avec la chirurgie? Alors ça fait partie de l'entretien préalable. Il faut dire à tous les patients, le risque zéro n'existe pas. Et la qualité de l'examen préopératoire d'un chirurgien ophtalmologique est justement de dépister les patients à qui il faut dire non. Est-ce qu'il vous arrive de dire non? Mais plein de fois. Ah bon? Plein de fois. Ce plateau, on n'avait pas l'impression, mais finalement, ça vous arrive. Mais non, il y a des cornées qui ne sont pas aptes à être opérées. Il y a des cornées fines, il y a des cornées déformées, il y a des cornées pathologiques, il y a des cornées trop sèches. Donc il y a plein de cas où on dit non aux patients. Et du coup, ils reviennent chez le spécialiste. Et du coup, ils reviennent vous voir pour porter une... Et à l'inverse, des gens qui veulent être débarrassés de toute manipulation ou qui ne supportent plus leurs lentilles, on peut essayer d'autres types de lentilles, mais à ce moment-là, ils vont chez le chirurgien. Donc l'idée, c'est vraiment d'en discuter, de réfléchir. Oui. On ne se précipite jamais. On ne va pas directement arriver en disant « je veux qu'on m'opère » ou directement arriver en disant « je ne veux que des lentilles, je ne veux pas d'intervention ». On en discute, on réfléchit. On fait un bilan sérieux. C'est ça le plus important. Et on lit vos livres. Et on donne une information très clair aux patients. D'ailleurs, il y a votre site où il y a beaucoup d'explications, donc LASIK.fr, c'est ça? Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis et restez en notre compagnie. L'info continue sur LCI.